je veux juste lire l'intro parce que j'ai trouvé ça merveilleux quand j'ai ouvert ton livre. Aux amoureux de la vérité, une espèce en voie de disparition dans l'univers du paranormal. Oui. Je trouve que ça veut tout dire. Je trouve ça merveilleux. Et ça, c'est un peu quelque part, il y a comme un aspect de tristesse par rapport à ça. Parce que pour moi, le paranormal, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que ça se voit, ça fait 40 ans que je suis là-dedans, j'en parle avec passion, j'ai consacré ma vie à ça. Et même d'une certaine façon, ma santé, littéralement. Là, et c'est un sujet que j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que, et c'est peut-être pourquoi aussi je tiens à le défendre, j'ai l'impression que dans l'univers du paranormal, on a des gens qui répètent ad nauseam que ce sont des chercheurs de vérité, tout ça. Mais en réalité, la vérité, ils n'en ont rien à cirer. Ce qu'ils veulent, c'est avoir raison. Et le fait d'avoir raison, ça leur permet de continuer à vivre dans un monde imaginaire rempli de farfadets, de gnomes, etc. Et ça, je trouve ça un peu malheureux. Et on exploite les gens aussi. Comme je l'ai mentionné en début d'entrevue, 90-95% de ce qu'on raconte dans le paranormal est faux transformé, un 5 à 10% qui est vrai. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'on donne beaucoup trop d'espace au faux. Le faux est vendeur. Donc, on voit des émissions de télé, etc., des chasseurs de fantômes. Écoute, les chasseurs de fantômes, c'est à peu près la chose la plus ridicule qu'on peut imaginer, là, chasser des fantômes. Soyons sérieux, là, chasser des fantômes avec des appareils qui servent à détecter des ondes électromagnétiques. Là, c'est du grand n'importe quoi. Bref, écoute, puis j'ai vu des trucs se faire au Québec, des chasseurs de fantômes, c'en est renversant par la stupidité de la chose. Et avec l'avènement des années 2000, on voit apparaître dans les télés spécialisées, je pense notamment à Canal D ou Z ou autre, des séries d'émissions, un peu des téléréalités où on suit des groupes de chasseurs de fantômes qui vont dans des maisons. C'est tout le temps tourné un peu en noir et vert, là, en couleur infrarouge, puis un craquement. Oh, on se fait peur. Puis, avez-vous entendu ça? Un craquement de porte au loin. Bon, c'est du grand n'importe quoi. Mais bref, l'une des choses qu'ils font, c'est... ils ont un appareil qui s'appelle un Ghost Box, qui lui, en fait, est un balayeur d'ondes. Donc, il balaie les ondes et là, de temps en temps, ils entendent des mots. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Un balayeur d'ondes, il balaie les ondes, mais il balaie toutes les fréquences, incluant les fréquences des radios commerciales, 98, choix, peu importe. Il balaie toutes les ondes radio et il balaie également les longueurs d'ondes radio utilisées dans les communications domestiques, c'est-à-dire le CB, les walkie-talkies, les appareils pour surveiller les bébés, les moniteurs à bébés. Donc, on est dans ces appareils-là font un balayage sur toutes ces longueurs d'ondes-là. Donc, à un moment donné, à force de balayer aller-retour, ça se peut que tu entendes un oui, non, Paul, Jacques, mais qui parle? Est-ce que c'est Paul Arcand au 98.5 qui a parlé ou est-ce que c'est un fantôme de l'au-delà qui a parlé? On ne peut pas le savoir. Et ces appareils-là ne te disent pas sur quelle longueur d'onde ils ont capté ce message-là. Ils font vraiment des balayages aller-retour. Et là, quand la technique, c'est les gens qui écoutent ça vont mettre ça, par exemple, sur YouTube. Et là, en disant, écoutez, là, dans cet extrait-là, vous allez entendre Jean-Paul. Fait que là, t'écoutes. Oh, il me semble que j'ai entendu Jean-Paul. Jean-Paul. Oh, Jean-Paul. Et là, finalement, tu te convaincs que tu as entendu Jean-Paul comme les autres. Bon, là, il y a plusieurs faiblesses là-dedans. Dans un premier temps, notre cerveau est conditionné. Si tu me dis, je vais entendre Jean-Paul, je vais entendre Jean-Paul. Ça, c'est certain. Bon, fait que le truc, ce serait de mettre la vidéo sans dire ce qu'on entend, et puis voir si les gens vont entendre la même chose que nous. C'est ça qu'il faudrait faire. Mais c'est pas ça. On nous conditionne déjà à entendre Jean-Paul. L'autre façon que ces gens-là utilisent ces appareils-là, puis ils l'utilisent d'une mauvaise façon, c'est que d'abord, pour enregistrer ces sons-là, il faudrait s'assurer qu'on balaye dans des longueurs d'onde qui ne sont pas les longueurs d'onde des radios commerciales ou des moniteurs pour bébés. Parce que si tu étais dans ces longueurs d'onde-là, pourquoi les fantômes auraient-ils choisi de communiquer sur la longueur d'onde 98.5 FM, puis de choisir la longueur d'onde du 90? C'est un peu absurde.
Donc, il faudrait avoir des appareils qui vont balayer dans des longueurs d'onde qui ne sont pas les ondes commerciales. Ensuite, il faudrait enregistrer les fantômes n'ont pas de corps, on s'entend bien là-dessus. Donc, il faudrait enregistrer ces sons-là et s'assurer qu'il ne s'agit pas d'ondes parasitaires. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui passe dans le quartier avec un walkie-talkie ou un CB, un chauffeur de taxi, par exemple. Donc, il faudrait que ces appareils d'enregistrement soient placés dans ce qu'on appelle des cages de Faraday qui permettraient donc d'isoler l'enregistreur de sons ambiants. Et une fois, si on obtient des sons dans ces conditions-là, l'idée, c'est de les faire entendre à plusieurs personnes pour voir s'ils vont entendre la même chose que nous. Et idéalement, même de le faire entendre à des gens dont le français, par exemple, n'est pas la langue maternelle. On ne s'étonne pas que les chasseurs de fantômes francophones entendent toujours des fantômes en français, puis les anglophones, toujours des fantômes en anglais, puis les Chinois, toujours des fantômes en mandarin. Tu dis, il y a comme quelque chose, hein, c'est bon. Et à partir de là, tu pourrais arriver à avoir un tableau précis. Donc, tu l'as fait entendre à 30 personnes, les 30 personnes entendent la même chose que toi, l'enregistrement est obtenu dans une cage de Faraday, donc c'est intéressant. Même quand on le fait entendre à des gens qui parlent une autre langue maternelle que celle où on croit avoir entendu le mot ou la phrase, ils n'ont pas entendu, eux, quelque chose de quoi que ce soit. Donc, on a ciblé quelque chose. Donc, à partir de là, ça ne veut pas dire que c'est l'au-delà qui te parle, mais tu as mis en place différents filtres qui te permettent de t'assurer que ton enregistrement, il est valable. Oui. Ces gens-là se font des réalités qui ne sont pas des réalités. Hein? Par exemple, les chasseurs de fantômes ont un appareil qu'ils appellent un K2. Puis là, un K2, c'est un appareil qui sert à détecter les champs électromagnétiques. C'est un matin, un chasseur de fantômes s'est levé et s'est dit, tiens, d'après moi, là, les fantômes, ils font ça. Ils manipulent les champs magnétiques. Et là, ces gens-là arrivent avec des K2, ces appareils-là, et ils vont dans des lieux hantés, et là, tout d'un coup, ils s'étonnent de voir les lumières clignoter. Bien, il faut savoir que des variations dans les champs électromagnétiques, on en a partout. Ici, si j'avais un K2, puis je le mettais sur la table à côté, bien, de temps en temps, on le verrait se mettre à sonner. Puis Okay. Pourquoi? Parce que on est transpercé par des ondes électromagnétiques. Si je prends mon téléphone portable, je vois, en regardant les petites barres, je vois que je reçois du signal. Donc, il y a des ondes électromagnétiques qui sont dans la pièce. Et ces ondes électromagnétiques-là vont influencer des appareils comme ceux-là. Donc, des ondes électromagnétiques, quand un chasseur de fantômes est dans un lieu soi-disant hanté, puis il nous présente son K2 en disant, regardez, il y a des lumières. Oui, mais ces lumières-là, ils clignoteraient si tu es chez vous dans ton salon aussi. Il n'y a pas de différence. Là, tu me donnes l'impression que ça n'arrive que dans le lieu hanté, ce qui n'est pas vrai. Ça arrive partout. Dans n'importe quelle circonstance, ça va se produire. Je te raconte une petite anecdote. Il y a quelques années, il y a Claudie Côté, une journaliste à TVA, qui me disait, voilà, c'est l'Halloween, et on a suivi un groupe de chasseurs de fantômes. De chasseurs de fantômes de mémoire, je pense, de la Mauricie, dans la région de Trois-Rivières, de ces coins-là. Elle dit donc, on les a accompagnés, puis on fait une chasse aux fantômes. Ah, OK. Elle dit, j'aimerais ça te montrer les images, puis que tu nous dises ce que tu en penses. Alors, c'était d'un ridicule, franchement, à tomber à la renverse. Donc, on voit ces chasseurs de fantômes qui arrivent là. Et c'est tout le temps amusant parce que les leaders de ces groupes-là, parce qu'il y a toute une psychologie derrière ces groupes-là, hein, on pourrait longuement en parler, mais le leader, lui, hein, il se donne du galon, hein, puis de l'importance. Mais en réalité, je veux dire, il n'y a pas de formation scientifique, rien. Là. C'est le docteur machin, mais qui n'est pas docteur en rien. Là. Alors là, lui, il est là, dans son site, puis là, à un moment donné, la caméra filme, et là, il y a une scène qui est d'un ridicule là, renversant. Le type a son appareil, son K2, hein, son détecteur de champ magnétique, et il a la prétention de dire devant la caméra que ça, c'est un détecteur d'entités. Bon, ça vient de changer. Là. Si vous détectez les ondes magnétiques, ça détecte les entités. Et là, à un moment donné, il est là devant la caméra et il dit les esprits, fantômes, êtes-vous là? Puis à un moment donné, dans son dialogue, on voit que les lumières se mettent à clignoter. Et là, il dit au caméraman, il dit, voyez, en direct, à la caméra, détection d'un fantôme. Attends une minute, là. Le type a un détecteur de champ électromagnétique. Il se tient à 30 cm d'une caméra dont la batterie est grosse comme ça. Puis sa lumière s'est mise à clignoter. Puis là, on ne sait pas, il y a peut-être un téléphone portable dans sa poche, puis le caméraman a peut-être un téléphone portable aussi. Mais tu dis, écoute, c'est un imbécile. Et là, ça m'a renversé ce truc-là. Là, quand j'ai dit ça au caméraman puis à Claudie,
Elle dit, ben, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça. Ben là, écoute, tu sais, la caméra, là, à l'époque, c'était les grosses caméras Mhm. Betacam Ouais, avec une ouais. énorme batterie à l'arrière. Mais c'était franchement ridicule. Dans un autre cas, je me retrouve, je tournais une série pour Historia. Ouais, et la série s'appelait L'enquêteur du paranormal. Et dans cette série-là, donc, j'invite un groupe de chasseurs de fantômes dans un lieu très, supposément, très hanté au Québec, qui est l'asile de Sainte-Clotilde de Oui, Horton. oui. Donc, les chasseurs de fantômes arrivent là, ils installent leurs équipements. Et d'ailleurs, il faut quand même, je le souligne, hein, il fallait vraiment avoir du courage pour un groupe de chasseurs de fantômes de venir dans une émission animée par Christian Page, parce que c'est sûr qu'il allait se faire mettre un peu en boîte. Ces gens-là avaient Oui. vraiment beaucoup de courage, donc je les respecte pour ça. Mais bref, ils arrivent sur place, ils installent leurs équipements. Et moi, ben, je fais preuve de bienveillance et j'essaie de savoir pourquoi tel appareil, pourquoi ça. Puis je discute avec eux, puis bon, ils me racontent le truc. Parfait. Et là, à un moment donné, la scène est tellement ridicule que on l'a gardé à cause de son côté très OK. ridicule. Ce qui n'a pas plu aux chasseurs de fantômes, mais ça mettait la table à ce qu'on voulait exprimer. À un moment donné, il y a une dame qui est là, au sous-sol, puis là, elle a mis comme son appareil, son K2, qui est à côté sur le mur, et là, il s'adresse aux esprits. Fantôme, êtes-vous là? Parlez-nous. Y a-t-il quelqu'un ici? Bon. Et là, à un moment donné, les lumières se mettent à clignoter. Et là, elle dit comme ça à la caméra, vous voyez, ils réagissent, ils réagissent. Et là, t'entends en arrière-plan, t'entends la voix du caméraman qui dit, passe-moi l'expression, mais il dit, Calice, il dit ça, c'est mon walkie-talkie qui fait ça. Quand il appuyait sur le bouton de ce walkie-talkie, la lumière elle montait. Bon, évidemment, ouais, ces gens-là auraient voulu qu'on enlève cette Ben scène-là, oui. mais elle était caractéristique de ce qu'on voulait montrer. Ces Ouais. gens-là ne prennent aucune précaution. Ils ne savent pas ce qui se passe autour d'eux. Et ça, c'en est l'exemple. On ne s'assure pas d'avoir un environnement qui soit étanche Ouais. à des manifestations autres qui pourraient entraîner des comportements étranges de ces Mhm. appareils. Moi, je me rappelle, je discute à un moment donné avec un chasseur de fantômes, puis il me disait, bon, on a mis des appareils acoustiques, puis à un moment donné, on entend des murmures. Oui, mais des murmures, ça vient d'où, ça, les murmures? Tu sais, à l'asile de Sainte-Clotilde, les gens entendaient plein de trucs, mais je sais pas si tu as déjà été à l'asile de Non. Sainte-Clotilde, c'est un gros bâtiment, il y a 5 ou 6 étages, qui est complètement ouvert. Il y a des rats qui se sont installés dans les Mhm. murs. Les entre-plafonds, il y a plein d'oiseaux qui nichent là, des pigeons, par exemple. Beaucoup de pigeons qui nichent dans les entretoits, et les entretoits et entre-plafonds. Donc, éventuellement, tu es là, tu entends un grattement, tu entends un Ah wouh, ouais. wouh. Ben Ouais, là, c'est ça. c'est un fantôme qui parle ou est-ce que c'est un Ouais. pigeon dans un mur ou d'un plafond? Ouais. Ça devient un peu ridicule. Et je condamne pas les gens de faire ça. Il faut bien s'entendre que je suis pas contre les chasseurs de fantômes. Pour moi, les chasseurs de fantômes, c'est une espèce d'activité comme d'autres vont jouer au billard, d'autres vont aller à la chasse, tout ça. Bon, je veux dire, toi, t'aimes faire de l'exploration urbaine, tu crois aux fantômes, puis tu crois que ce que tu fais est utile ou a une Mhm. espèce de caractéristique un peu scientifique, parce que c'est vrai qu'il se donne un sentiment de science. Hein. J'ai tendance à utiliser l'expression ce sont des scienteux. C'est pas des scientifiques, ce sont Ouais. des scienteux. Parce que dans notre culture occidentale, qui utilise des appareils, ben, c'est des scientifiques. Donc, si j'utilise des appareils, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est scientifique. C'est pas parce que j'ai un crayon sur l'oreille que je suis devenu architecte, Non, moi, c'est là. ça. Je veux dire, il y a un monde entre les deux. Et Mhm. donc, dans ce contexte-là, dans la mesure où ces gens-là font ces activités pour se divertir, moi, je l'accepte, il n'y a pas de Ouais. problème. Là où ça devient agaçant, notamment dans le cas de mon type là, qui disait que son détecteur de variation de champ magnétique était des fantômes, Mhm. lui c'est le cas de le dire, il se croyait puis en tabarnouche. Ben lui, quand il parle, il a l'impression qu'il fait de la science. Et quand on le voit dans des entrevues, dans les journaux, la télé, on le voit pas très souvent, mais les quelques fois où il a fait des apparitions, et principalement à l'Halloween, parce que les réseaux aiment ça recevoir un chasseur de fantômes à l'Halloween, son discours, c'est nous faisons de la science et on enquête rigoureusement et scientifiquement sur les fantômes. C'est là que je décroche. Ben oui.
Parce que dans le 90% versus le 5-10% là, tu sais, qu'il y avait de preuves, il y avait un exercice qui avait été fait avec, je pense, 8 personnes et une table Oui, pendant des années. oui. Puis ça avait été très concluant. Puis, tu sais, même, je pense qu'il y avait des enfants, tu sais, qui avaient Ouais. été sous observation. L'expérience que tu mentionnes, c'est probablement l'expérience la plus marquante de toute l'histoire de la parapsychologie. Et elle fait partie de ce fameux 5 à 10%. Donc, on le rappelle pour les gens qui vont écouter ton podcast, c'est ce qu'on a appelé l'expérience de Philippe le fantôme. Et ça se passe au début des années 1970 à Toronto. Donc, on a un groupe de gens qui sont dirigés par un type qui s'appelle George Owen. George Owen est un physicien qui vient d'Angleterre d'ailleurs et qui est subventionné par des mécènes en Angleterre pour étudier la parapsychologie au Canada. Donc, l'idée de base est de dire, on parle beaucoup de spiritisme à cette époque-là, et on se dit, est-ce qu'on pourrait éventuellement communiquer avec des fantômes et entraîner des mécanismes, mouvements de table, les coups sous la table, parce que souvent, lorsqu'on se réfère, par exemple, à des visions que l'on a au cinéma, c'est souvent ce qui se passe. On imagine les médiums autour de la table, les spirites, et là, on communique avec l'au-delà, puis la table sautille, puis il y a des coups qui sont frappés. Donc, on se dit, qu'est-ce qui produit ces mouvements-là? Qu'est-ce qui produit les coups dans la table? Est-ce que ce sont des revenants? Et l'idée est mise de l'avant par George Owen de dire, est-ce que ce sont vraiment des esprits ou est-ce que c'est une dynamique de groupe qui produit ces effets-là? Un phénomène qu'on pourrait appeler la télékinésie, donc le pouvoir de l'esprit sur la matière, volontaire ou involontaire. Pour donner un exemple aux gens qui nous regardent, on pourrait penser par exemple au film Carrie, autant la version originale que le remake, là, basé sur la nouvelle de Stephen King. Dans le film et dans le roman, lorsque les objets se mettent en mouvement autour de Carrie, ce n'est pas des esprits qui font ça, c'est Carrie involontairement, lorsqu'elle est en colère, un coup va être frappé dans le mur, un cendrier va être lancé. Bon, c'est elle qui involontairement, dans le film et dans le roman, elle apprend à mieux contrôler ces effets-là, mais c'est elle qui produit ça. Donc, c'est un peu la question que se posait George Owen. Est-ce que lorsqu'il y a un coup sur une table, est-ce que c'est un esprit qui se manifeste ou est-ce que c'est une volonté de groupe de produire ce coup-là? Alors, pour arriver à cette expérience-là, on s'est dit, on va créer un personnage imaginaire qu'on va appeler Philippe. Et Philippe, on lui a donné une existence propre, c'est-à-dire que ces gens-là se réunissaient et se sont dit, OK, on va développer le caractère de Philippe. Donc Philippe, c'est un aristocrate du 17e siècle. Il vit à Doddington Manor, en Angleterre. Et là, on lui fait une vie. Et bon, il est marié, par exemple, avec, je ne me rappelle pas de son nom, en tout cas, bon, Elisabeth, peu importe, Dorothée. Oui, c'est ça. Donc son épouse, c'est Dorothée. Merci. Et Dorothée, et là, à un moment donné, Dorothée est une femme frigide. Il va trouver l'amour auprès d'une bohémienne, Margot. Et là, éventuellement, Dorothée découvre que Margot est dans le paysage. Elle va s'assurer de la faire arrêter et envoyer au bûcher comme sorcière. Et le pauvre Philippe, évidemment, terrassé par la disparition de Margot et rempli de remords et de chagrin, se jette du haut des palissades de Doddington Manor. Une très belle histoire, mais rien là-dedans est vrai, sauf un élément. Doddington Manor. Doddington Manor existe réellement. Pourquoi avoir choisi un lieu qui existait? Parce qu'on sait qu'à Doddington Manor, il n'y a jamais eu personne ressemblant de près ou de loin au personnage de Philippe. Doddington Manor n'a même pas de palissade. Quand on dit Philippe s'est jeté du haut des palissades, il n'y a même pas de palissade à Doddington Manor. Donc, on a pris un lieu réel et on a créé un fantasme autour. Et là, les gens se sont réunis et l'idée, au départ, c'était de faire apparaître Philippe. Est-ce qu'on peut provoquer une apparition spectrale et qui aurait les traits de Philippe? Donc, on s'est réunis. Et c'est assez étonnant parce qu'il faut vraiment s'astreindre. C'est un travail de longue haleine dans ces gens-là au début. Ils ont passé plus d'une année entière, tous les vendredis soirs, entre 19h et 22h. Ils se réunissaient dans la maison de George Owen à Toronto. Il y avait une chambre qui était dédiée à cette expérience-là. Et on se mettait autour de la table et on se concentrait. Et au départ, c'était fait dans la vision que l'on avait des séances de spiritisme. Une bougie, un éclairage tamisé. Les gens se concentraient très sérieux
enfin même presque lugubre hein, comme réunion. OK. Et là, on essayait, Philippe, es-tu là? On veut que tu te manifestes, etc. Et, J'ai une question. Est-ce oui, que les gens autour de la table savaient que c'était pas vrai, oui, oui, l'histoire? oui. OK, Les tout le monde gens qui étaient savait. OK. autour de la table étaient tous des gens qui s'intéressaient à la parapsychologie. Parmi eux, on avait des gens de toutes les catégories. On avait par exemple une maîtresse de maison, on avait un architecte. Et parmi les gens, notamment, il y avait une dénommée Sparrow qui dirigeait la société Mensa. Hein. Mensa, c'est l'organisation qui regroupe des gens qui ont minimalement 140 de quotient intellectuel. Donc, on voit que OK. c'est un groupe très élitiste. OK. Et Margaret Sparrow, qui est décédée depuis d'un cancer, mais Margaret Sparrow faisait partie de ce groupe-là. OK. Et l'identité de Philippe a été conçue de manière communale. Là. C'est le groupe qui se OK. réunissait pendant des mois, puis on a déterminé le paysan. Même certains d'entre eux ont même, Margaret Sparrow lui avait même donné un trait, elle a dessiné un visage, hein. Philippe doit ressembler à ça, visage un peu bouffi, avec des fortes arcades sourcilières, les cheveux un peu en Puis broussailles. pourquoi il fallait pas que ça soit vrai, qu'il n'y ait rien de vrai? Parce que s'il y avait une manifestation, on ne pourrait pas dire que c'est l'esprit de Philippe, puisque Philippe n'a jamais existé. OK. Et c'était ça qui était l'idée. Donc, si on faisait apparaître Philippe, on avait vraiment une apparition du fantôme de Philippe, bon, on saurait à ce moment-là que ça ne pouvait pas être Philippe, puisque Philippe n'a jamais existé. Donc, on aurait la conviction que ce sont les gens qui ont créé cette imagination, ce personnage, OK. cette projection. Et c'est un peu ce qui va se passer. Donc, pendant une année, on se réunit en faisant ces fameuses séances de spiritisme. Il n'y a rien qui se produit. Rien, là, mais vraiment rien. Alors, on commence un peu à se décourager. Et George Owen, en consultant la littérature, là, je fais quand même un peu quelques bons, là, mais en consultant la littérature, George Owen va découvrir qu'un autre scientifique avait mené une expérience assez semblable en Europe, mais en s'inspirant, il avait consulté la véritable littérature des séances spirites qui avait eu lieu, qui était très populaire dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et il a découvert que à cette époque-là, les gens, contrairement à ce que le cinéma nous véhicule, où on voit les gens avec une petite lumière tamisée qui sont là autour d'un temps, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passait dans les véritables séances spirites au 19e siècle. Les gens se racontaient des blagues, c'était fait de manière beaucoup plus conviviale, plus ouverte. Bon. Alors, un scientifique en Angleterre avait utilisé cette approche beaucoup plus laxiste et il avait obtenu des résultats. OK. Alors, George Owen, fort de cette information-là, revient en Angleterre, revient au Canada, puis là, il dit à ses convives, à ses amis, il dit, bon, ben là, fini, là. Les soirées avec la petite bougie, puis on est là, concentré. Là, maintenant, on va y aller de manière plus ouverte, plus familière. Et comme on sait que Philippe vivait au 17e siècle, on se mettait de la musique de chambre qui nous rappelait la musique du 17e siècle. On chantait des cantiques qui étaient à la mode à l'époque. Tu sais, on était vraiment là, beaucoup plus ouvert. Et assez rapidement, ils ont commencé là à avoir des manifestations. Ces manifestations ont commencé d'abord par des grattements dans la table. Il faut dire qu'on avait, évidemment, comme c'était une expérience scientifique menée par des scientifiques, on avait le protocole. Le protocole avait été mis en place. On avait donc des micros en dessus et au-dessus de la table pour s'assurer, là, quand les coups ont commencé, pour savoir d'où ils provenaient. On a découvert que la signature du coup indiquait que le bruit se produisait dans la table. C'était ni sur le dessus ni en dessous. C'était vraiment un claquement qui venait de l'intérieur de la table. Et ensuite, assez rapidement, un peu comme si inconsciemment on avait trouvé le truc. Au début, les phénomènes étaient très, très légers, un grattement, un petit coup sous la table, et les gens restaient pendant des heures pour produire un petit coup, un petit claquement, et assez rapidement, comme si inconsciemment ils avaient trouvé un truc, sans le savoir, rapidement, après quelques semaines, il suffisait qu'ils se réunissent, mettent les mains sur la table, et dès qu'ils disaient Philippe, es-tu là, la table commençait à bouger. Et la table bougeait vraiment, là. La table se déplaçait sur le plancher, elle se soulevait sur une seule patte. Tout ça fait dans des conditions excessivement rigoureuses. La fraude est tout à fait exclue. Même dans certaines occasions, pour s'assurer que les gens autour de la table, et aucun d'entre eux n'avait de prétention d'être un médium. C'était vraiment des gens qui venaient de tous azimuts. Et parfois, pour mener l'expérience, on plaçait sous les doigts des participants du papier, un papier serré pour s'assurer que si involontairement il essayait de pousser ou d'étirer la table vers lui, ben c'est sa main qui glisserait, pas la table. Et ça n'a jamais contrecarré les mouvements de la table. Ce
qui était étonnant, c'est que la table réagissait en fonction de la biographie de Philippe. Donc, par exemple, si on posait à Philippe la question, est-ce que ton épouse s'appelle Dorothée? Alors, c'était un coup pour oui, deux coups pour non. Ben, la table réagissait et donnait un coup. Et donc, c'était toujours en fonction, en accord avec la biographie de Philippe. Et si on posait des questions qui ne correspondaient pas, qui n'étaient pas incluses dans la biographie de Philippe, la table restait silencieuse. Et si on ajoutait des éléments à la biographie de Philippe, après quelques semaines, ces éléments-là étaient de nouveau incorporés dans le langage de Philippe. Donc, des nouvelles histoires, de nouveaux coups, de nouveaux mouvements. L'expérience de Philippe le fantôme a perduré pendant plusieurs années. Ils ont fait ça pendant 4 ou 5 ans. Ils en ont même fait une démonstration devant les caméras de la télévision à Toronto, la City TV. Il y a les images qui ont été tournées également durant l'expérience ont été rendues publiques. Dans ce cas-là, on a la certitude que les manifestations n'étaient pas produites par un revenant ou un esprit, mais étaient vraiment une combinaison, une création du groupe. Il est clair également que ces gens-là utilisaient une forme d'énergie, entre guillemets, qu'on ne connaît pas. Donc, ça fonctionnait, mais quelle est la mécanique qui fait que ça fonctionnait, on l'ignore. Mais une chose est certaine, l'expérience de Philippe le fantôme, c'est non seulement l'expérience la plus révélatrice de toute l'histoire de la parapsychologie, mais dans ce cas-là très précis, la fraude est exclue. Donc, on avait vraiment des manifestations de type surnaturel qui se produisaient dans des conditions rigoureuses sans qu'on sache quelle était la mécanique derrière ça. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, quand on en parle encore, et l'expérience a été reprise, elle a été reprise ici à Montréal, elle a été reprise en Angleterre, elle a été reprise en France, et avec les mêmes résultats. Donc, après quelques semaines, comme on connaissait un peu la façon, le cadre dans lequel l'expérience devait se dérouler, on l'a reproduit ailleurs et on a obtenu les mêmes résultats. Mais on ne comprend toujours pas quelle est la mécanique derrière ça. Pourquoi ça se produit, on ne le sait pas. Ce qui est intéressant de cette expérience-là, c'est qu'elle nous montre que lorsque les gens se réunissaient au 19e siècle, puis essayaient de communiquer avec les revenants, beaucoup d'entre eux disaient obtenir des résultats, des coups sous la table, des tables qui bougeaient. Les sceptiques ont eu tendance à l'époque à dire tout ça c'est de la fraude. Alors, on se rappelle par exemple, Harry Houdini a été le célèbre illusionniste magicien. Harry Houdini s'est lancé dans une véritable guerre contre les médiums, parce qu'il disait que ces gens-là étaient tous des fraudeurs. Et il avait probablement raison à 99%, mais il y avait peut-être un 1% où de véritables manifestations se produisaient. C'était peut-être pas forcément l'au-delà. Peut-être que ces gens-là, inconsciemment, produisaient exactement la même mécanique qu'on a retrouvée dans l'expérience de Philippe. Et même aujourd'hui, dans la littérature, quand on discute de cette expérience-là, autant les sceptiques que les croyants, puis je n'utilise pas ça dans un sens péjoratif ni pour l'un ni pour l'autre, mais on voit qu'il y a une espèce d'entente. On reconnaît que l'expérience était bien réelle, elle était bien menée, il n'y a pas grand-chose qu'on peut en redire, mais maintenant, quelle est la mécanique derrière ça? On l'ignore. Parce qu'il y a des situations comme dans les films que, mettons, t'as un humain. Puis, c'est mon téléphone, mais bon, on va laisser. C'est la musique des X-Files. Ça, c'est parfait. Ça me surprend même pas. Il y a un humain que, mettons, il peut faire claquer des portes, là, ou bien déplacer des objets. Ça, c'est vrai aussi, là. C'est fondé, je pense. Non. Non? Ah, non. OK. Dans cette idée-là de la télékinésie, donc l'idée que quelqu'un pourrait utiliser le pouvoir de la pensée volontairement pour faire ouvrir une porte ou déplacer un objet, on n'a jamais réussi à faire une démonstration objective de ça en laboratoire, de manière aussi convaincante que ça. Parce qu'il y a une différence entre la réalité, la réalité dans la nature, la réalité fantasmée au cinéma et la réalité de laboratoire. Puis c'est difficile de trancher. Par exemple, en laboratoire, on a pris des gens qui avaient cette prétention-là de pouvoir utiliser la pensée pour pouvoir produire des effets. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans des laboratoires, les résultats n'ont pas été très convaincants. Ça semble se produire dans la nature, mais quand arrive le temps de faire une démonstration en laboratoire, c'est l'échec. OK. Fait que ça, il faut faire très attention à ça. Je pensais que j'avais entendu dire que, tu sais, quand l'énergie de la personne est mauvaise, elle peut comme... Il se passe quelque chose alentour d'elle. Ça, c'est le phénomène du poltergeist. Le poltergeist, ça c'est peut-être le sujet que je trouve le plus intéressant en parapsychologie. Le poltergeist, d'ailleurs, le terme poltergeist veut dire esprit frappeur ou esprit tapageur.
d'un mauvais terme parce qu'au début, lorsque ces phénomènes-là sont très anciens, on en retrouve dans la littérature même dans l'Antiquité, des cas de poltergeist, des objets qui se déplaçaient, des meubles qui bougeaient, des Mhm. coups frappés dans les murs. On a des cas semblables qui sont rapportés dans la littérature dès l'Antiquité. Donc, c'est un phénomène qui est très ancien. Quand on a commencé à s'intéresser à ces phénomènes-là de manière plus scientifique, plus rigoureuse, donc on est au 19e siècle, avec l'arrivée, le siècle des Lumières, la pensée objective, etc., on a commencé, dans ces milieux-là, à croire que ces phénomènes étaient produits, d'ailleurs même dans l'Antiquité, c'est l'association qu'on faisait, c'est que ces coups dans les murs ou ces objets qui se déplacent, ce sont des revenants qui reviennent de l'au-delà et qui déplacent ces objets-là. Donc ça, c'était l'idée. Peu à peu, en regardant ces phénomènes-là sous la loupe d'une science qui était naissante, on a constaté que généralement, au centre de ces manifestations, il y avait une personne qu'on appelait l'agent. Bon, il y avait un principe qu'on appelait la mauvaise petite fille. C'est la petite fille qui, comme la petite fille ou le petit garçon qui a comme des troubles émotifs, va produire ces phénomènes-là. Donc, c'était ou attire les mauvais esprits. Bon, ça a été un peu écarté. On l'utilise encore l'expression, le syndrome de la mauvaise petite fille, mais on a mis ça un peu de côté. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ces phénomènes-là se produisent autour d'un agent. Généralement, c'est une jeune personne, un adolescent ou un préadolescent ou adolescente, mais il y a des cas également où ça s'est produit autour d'adultes. Donc, il faut faire OK. attention, c'est pas tranché là, au couteau. Là. Donc, et cet agent-là, c'est autour de lui que ces phénomènes-là vont se produire. Et ces phénomènes-là, bon, se résument, parce que la différence entre un poltergeist et un phénomène de hantise, c'est que dans les cas de hantise ou les maisons hantées, il y a souvent des apparitions où on aura l'impression que ce sont des défunts qui vivaient dans ces Mhm. lieux-là qui se manifestent. Dans le cas de poltergeist, c'est pas ça qui se produit. Il y a des manifestations bruyantes, des coups dans les murs, des objets qui vont se renverser, mais qui vont commencer de manière très spontanée. Un mardi matin, 10 heures, ça commence. Ça va durer pendant quelques jours, quelques semaines. On a des cas où ça a duré quelques mois, et puis tout à coup, ça s'arrête, spontanément. Aussi brusquement que ça a débuté, ça s'arrête. Et il y a toujours au centre de la manifestation cette personne qu'on appelle l'agent du poltergeist. Au départ, à l'époque du spiritisme, on croyait que cette personne-là agissait comme un canal, que les esprits passaient à travers cette personne-là pour utiliser son énergie pour fermer une porte, frapper Mhm. un coup dans le mur. Aujourd'hui, ce n'est plus la... c'est pas exclu, mais aujourd'hui, je dirais qu'en parapsychologie, l'hypothèse la plus soutenue par les parapsychologues, et ça reste une hypothèse, c'est pas un fait, c'est une hypothèse, l'hypothèse, c'est que cette personne-là produirait de manière spontanée des phénomènes de télékinésie, un peu comme Carrie dans le film, Mhm. le roman. Donc, cette personne-là aurait des troubles émotifs, et c'est vrai que dans la plupart des cas de poltergeist, l'agent a des troubles émotifs. Donc, c'est un peu une espèce de dénominateur commun. Cette personne-là a des troubles émotifs. Et au lieu, par exemple, dans sa colère, au lieu de donner un coup de poing sur une table, ben, c'est un coup qui va résonner dans le mur, un meuble qui va se renverser. Et quand la dynamique émotive de cette personne-là change, ben, soudainement, les phénomènes vont s'arrêter. Donc, à un moment donné, la personne vit un deuil, par exemple, ou une situation qui le met en colère pendant des semaines, ben, il y a les phénomènes qui vont se produire autour de lui. Et à un moment donné, cette dynamique-là change, ou l'individu change d'environnement, ou son contexte émotif va changer, et là, les Mhm. phénomènes vont s'arrêter. Donc, oui, ça revient à ce que tu disais, ces phénomènes-là de poltergeist, certains d'entre eux ont été bien documentés. C'est-à-dire le OK. coup dans le mur a été bien documenté. La porte qui s'ouvre et se ferme a été bien OK. documentée. Mais au moment où on se parle, le débat qui existe dans ce milieu-là, c'est un débat qu'on appelle entre les survivalistes et les psychologistes. Les survivalistes, comme le dit le mot, c'est que le coup frappé dans le mur, c'est vraiment des esprits qui canalisent l'énergie Mm. du vivant pour donner le coup dans le mur. L'hypothèse psychologique ou parapsychologique, c'est que c'est l'individu qui produit cette manifestation-là par de l'énergie, entre guillemets, qu'on ne OK. sait pas ce que c'est, mais c'est lui qui produit ça. Mais si on est certain qu'il y a un coup qui se donne dans le mur, honnêtement, on ne sait pas comment ça se produit. On Mhm. sait pas, on ne peut pas trancher de manière définitive si c'est réellement un esprit ou si c'est la personne qui produit ça. Ce sont deux hypothèses. Les deux hypothèses s'affrontent. Les tenants de l'hypothèse survivaliste ont des bons éléments pour appuyer leur hypothèse. Les psychologistes aussi ont des bonnes hypothèses. Ce que l'on sait, c'est que le coup dans le mur, il est bien réel. Maintenant, qu'est-ce qu'il le produit? C'est difficile à dire. On ne le sait pas.
Il y a des cas qui sont exceptionnels, là. Je pense, par exemple, tu me dis ça, puis dès que tu me dis ça, je pense, par exemple, à un cas qui se produisait en France, dans un petit village qui s'appelait La Machine. Puis pourquoi La Machine? Ben parce que c'est un petit village où il y avait une exploitation minière. Et éventuellement, quand on a commencé à faire de l'exploitation minière, on avait introduit une immense machine qui creusait avec une courroie puis qui sortait le minerai de la terre. OK. Fait qu'on a décidé d'appeler le village La Machine. Et puis à un moment donné, dans ce petit village-là, on est dans les années 70, ce sont des maisons de mineurs qui sont un peu comme des maisons de ville, mais c'est tout petit, c'est collé l'une sur l'autre. C'est un grand bâtiment, puis tu peux imaginer là, 20 portes, 20 appartements dans le même bloc. Et à un moment donné, un des appartements à une des extrémités, c'est un couple qui habite là avec un petit garçon qui s'appelle Dominique, qui a une dizaine d'années. Et tout d'un coup, l'histoire va alimenter la presse, la gendarmerie, la radio de l'époque. On l'appelle l'histoire du mur qui parle. Parce qu'à un moment donné, le mur se met à cogner, hein, des petits coups. Hein. C'est assez léger, mais ça, toc, 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 comme s'il y avait quelqu'un derrière la cloison qui cognait. Et les communications se font entre Dominique, le petit garçon qui a 10 ans, et le mur. Donc, il parle avec le mur et le mur lui répond. Et c'est tout à fait exceptionnel. Et éventuellement, les gendarmes vont être impliqués dans l'histoire. On ne sait pas quoi faire. On ouvre le bottin téléphonique, il n'y a pas chasseur de fantômes. Non, ça. Finalement, ils appellent la gendarmerie. La gendarmerie arrive sur place. Ils vont enquêter, ils vont aller voir, vont s'assurer que quand ça frappe dans le mur, ils vont s'assurer de voir les deux côtés du mur pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui frappe sur le mur. Et ce n'est pas un mur mitoyen, c'est assez surprenant. Parce qu'on aurait pu penser le mur entre deux appartements, puis quelqu'un de l'autre côté frappait dans le mur. Non, c'était un mur qui séparait la chambre de Dominique de la chambre des parents. C'est ce mur-là qui cognait. Et quand on posait des questions au mur, ben, il répondait avec justesse. Et ça, c'est assez surprenant. Et on a... heureusement pour la postérité, un des policiers, à un moment donné, avait amené un magnétophone, puis il a enregistré. Fait qu'on entend il y avait un lien très, très, très proche, fusionnel entre la mère et le petit garçon Dominique. Elle le protégeait, là, c'était une maman poule. Là. Puis c'est assez amusant parce que on entend le policier qui pose la question et la mère qui la répète au petit garçon, comme si fallait que ce soit le petit garçon qui pose la question. Fait qu'à un moment donné, on entend le policier. Il dit, bon, ben voilà, évidemment, il est inconnu de la famille. Hein. C'est un policier qui vient de la brigade du village d'à côté. Il dit, OK, il a volontairement mis, par exemple, quatre balles dans son pistolet, dans son revolver, qui devrait, en théorie, en contenir 9. Là, il dit, OK, combien de balles j'ai dans mon revolver? Fait que là, on entend la mère, hein, sur le magnétophone, on entend la mère qui dit à Dominique, combien le sergent a-t-il de balles dans son pistolet? Et là, on entend la voix de Dominique, sa petite voix enfantine, qui dit au mur « Combien le sergent a-t-il de balles dans son pistolet? » Puis là, t'entends 4 coups sur le mur, qui était effectivement, le policier avait 4 balles dans son pistolet, dans le chargeur de son pistolet. Et ça devient... C'est une histoire extraordinaire. La documentation qui existe sur cette histoire-là, la qualité de la documentation laisse aucun doute sur la réalité des phénomènes. Le mur parlait. C'est amusant parce qu'il y a une séquence, je me rappellerai toujours pour avoir entendu les bandes. À un moment donné, le policier dit à Dominique, il dit, ouais, mais demande au mur qui parle. Demande-lui de parler. Puis là, Dominique dit au mur, ouais, parle, frappe. Puis il n'y a rien qui se passe. Puis là, on entend Dominique qui dit toujours avec sa petite voix enfantine, il dit, ah, il y a mieux quand je chante une chanson. Fait que le policier dit, ben, vas-y, chante. Fait que le garçon commence à entonner la Marseillaise, hein, enfant de la patrie. Et là, le mur se met à frapper à la cadence du garçon le mur bat le tempo du garçon qui chante la Marseillaise. C'est un cas vraiment extraordinaire. C'est renversant, cette histoire-là. Encore là, on se pose la question, est-ce que réellement le mur, il y avait un esprit qui frappait dans le mur, théorie, l'hypothèse des survivalistes, ou est-ce que Dominique réussissait à provoquer inconsciemment les coups dans le mur? Mais là, évidemment, si tu es de cette hypothèse-là, comment peut-il expliquer que le fantôme ou l'esprit du mur répondait avec justesse à des questions que Dominique ne pouvait pas connaître la réponse? Non, c'est ça. Les balles, c'était juste le policier, j'imagine, qui savait. Mais on pourrait toujours se dire, oui, mais le policier est dans la pièce et le policier, lui, sait combien de balles il y a dans son pistolet. Donc, est-ce que Dominique, de manière inconsciente, n'a pas fait une espèce de lecture télépathique dans la tête du policier et il savait inconsciemment qu'il y avait 4 balles
salle. Tu comprends? On est dans une conversation qui est Ouais. excessivement dynamique et on peut aller tous azimuts pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Une chose est certaine, les manifestations étaient bien réelles. Maintenant, quelle est la mécanique derrière ces manifestations? On n'en a pas la moindre idée. Et je te dirais que ce sont justement des histoires comme celle de la machine qui fait qu'aujourd'hui, 46 ans plus tard, je suis toujours là à parler avec passion de ces Ouais. sujets-là parce que c'est vraiment fascinant. Si le paranormal se limitait aux chasseurs de fantômes ou aux chasseurs de soucoupes volantes, tu peux être certaine qu'au moment où on se parle, je T'aurais serais en lâché train de ça. jouer au golf. Ouais, c'est ça. Exact. Eh bien, merci, Christian, Ben, ça m'a Colin. fait plaisir. Est-ce que tu veux rester avec moi juste un petit 10 minutes supplémentaires si c'est des questions en rafale sur toi personnellement? OK. Fait que ça va passer vite, puis OK. c'est bon. Donc, quelle musique t'écoutes? Je dirais que 99% de mon écoute musicale se limite, j'ai pas vraiment, c'est pas extraordinaire, mais je me limite à Elvis Presley. OK. 98% du temps. Évidemment, j'écoute un peu autre chose. C'est 98%, 98-99% Elvis Presley. Le 2% qui reste, c'est Tom Jones et Johnny Hallyday. Donc, ça OK. fait pas OK. une brochette très élargie, mais quand même. Puis le soundtrack de X-Files qu'on a entendu tantôt. Ouais, ça, c'est sur mon téléphone. Mais c'est vrai que je suis, pour utiliser l'expression, là, je suis un fan fini Oui, d'Elvis d'Elvis. Presley. OK. Ouais. OK. Les films, c'est quoi tes top films? Ah, mes top films. Évidemment, je suis un cinévore des OK. films d'horreur. On a le très célèbre Exorciste, l'original de Ouais. 1973, avec réalisé par William Friedkin. Pas la mauvaise copie qu'on a actuellement au cinéma. Et, bon, n'en parlons pas. Et donc, l'original de William Friedkin, L'Exorciste. Ensuite, un film de 1980, un film de fantôme génial, peu connu, qui s'appelle The Changeling en anglais. En français, c'est L'Enfant du Diable. Ça n'a rien à voir avec le diable. Ça met en vedette George C. Scott, un acteur célèbre des années 70-80, qui emménage dans une maison après le décès de sa femme et de sa fille. Et là, soudainement, se met à avoir des phénomènes mystérieux. Et visiblement, il y a l'esprit d'un enfant qui veut communiquer avec lui dans cette grande maison. C'est un film magnifique. C'est un film magnifique parce que c'est un fantôme intelligent. Alors, souvent, les films de fantômes, tu te dis, écoute, les fantômes reviennent-ils de l'au-delà uniquement pour nous faire des grimaces puis nous faire peur? Non, ici, on a un fantôme intelligent qui a un message à livrer. OK. Et ça, c'est très émouvant. Il y a d'ailleurs 2 ou 3 scènes de ces films-là qui m'ont hanté longtemps. Une scène où, un peu en flashback, George C. Scott a une vision de comment l'enfant est décédé dans cette maison-là et il a été noyé par ses parents, il a été noyé dans une baignoire. Et cette scène-là, elle est très, très éprouvante. Quel magnifique scène. Un film magnifique. Si vous n'avez pas eu la chance de voir ce film-là, L'Enfant du Diable de Changeling, un film de 1980, vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Et ensuite, mon troisième film, puis ces films-là, sont tous ex-aequo, c'est pas un plus que l'autre. Le troisième film est un film un peu plus récent, 2007-2008 à peu près, un film espagnol réalisé par le réalisateur mexicain Guillermo del Toro, qui s'intitule L'Orphelinat. OK, oui. C'est un film de fantôme, encore là, très intelligent, avec un punch final inattendu. Tout est en douceur, un développement lent. Quel beau film, L'Orphelinat. Et ça m'a touché particulièrement parce que moi-même, enfant, j'ai grandi dans un orphelinat, donc ça vient me toucher, ce contexte-là, l'environnement me touchait. Et le film, quel beau film de fantôme, très intelligent. Est-ce que je peux te demander jusqu'à quel âge que t'es resté à Moi, l'orphelinat? sans entrer dans les détails, j'ai grandi sans père et avec une mère pas aimante, disons ça comme ça. Donc, je faisais des allers-retours entre l'orphelinat, les grands-parents, l'orphelinat, les grands-parents, donc jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près. Donc, c'est une situation très chaotique. OK. Est-ce que tu as un endroit où est-ce que tu aimes aller pour te ressourcer? Pour me ressourcer, je te dirais que pour moi, débarquer à Paris,
OK. C'est comme me retrouver chez moi. Je ne sais pas Ah pourquoi, il y a ouais? quelque chose dans cette ville de Paris. Évidemment, la première fois que tu visites Paris, c'est beau, c'est magnifique. Mmh. C'est un peu comme visiter l'Italie. Je me rappelle, Toro, la première fois que j'ai visité l'Italie, tu te promènes sur la route, puis tu te regardes à gauche, à droite, puis tu n'arrêtes pas de te dire, maudit que c'est beau l'Italie. Mais Paris, peut-être parce que la langue aussi, hein, c'est une langue qui nous est familière, le Oui, français. oui. Il y a quelque chose dans Paris, je me sens bien dans OK. Paris. Moi, j'essaie d'y aller régulièrement. Puis quand je débarque, j'ai beaucoup d'amis à Paris, mais quand je débarque à Paris, c'est comme si une voix me disait bienvenue chez toi. J'ai Mmh. comme l'impression de me retrouver chez moi. Ça, pour moi, c'est vraiment magnifique. Paris, c'est une ville que j'adore. Même si pour les Parisiens, c'est détestable, la circulation, tout le reste. Mais pour un touriste, Ouais, c'est ça. Paris, c'est magnifique. Qu'est-ce qui te fâche, qui vient te chercher en dedans? La stupidité. OK. Sans, l'ignorance est une chose, mais la stupidité, ça, c'est Mhm. quelque chose qui m'agresse beaucoup. Là. Quand tu regardes des gens ou tu discutes avec des gens, puis là, tu vois que prioritairement, c'est une espèce de réaction stupide, ça me Ouais. dérange beaucoup. Puis, honnêtement, peut-être parce que je ne veux pas faire de l'âgisme, mais peut-être parce que je deviens plus vieux, je suis actuellement, toute cette refonte de la pensée sociale, hein, je comprends pas trop ces mécanismes-là. Je comprends pas, par exemple, qu'on puisse arriver puis dire on va déboulonner une statue de George Washington, puis on va la briser, puis on va condamner George Washington parce qu'il avait des esclaves. Tu peux pas réfléchir de cette manière-là. George Washington avait des esclaves comme tous les hommes de son époque avaient des esclaves. Tu comprends? C'est un homme qui vivait dans son temps avec la pensée de son temps. Mm. Aujourd'hui, en 2023, bien sûr, on peut dire que c'était une mauvaise pensée, le fait d'avoir des esclaves, mais on ne peut pas rétroactivement appliquer une pensée de 2023 sur la pensée d'un Je homme de comprends. 1760. C'est aberrant, c'est renversant qu'on pense ça. Bon, il y a plusieurs choses, comme par exemple, les gens, on a par l'inclusivité ou cette espèce de vision woke, mais là, je te fais quasiment un éditorial, on a retiré sur les boîtes de mélange la photo d'Aunt Jemima. Oui, Et oui, oui. l'idée d'Aunt Jemima, c'était parce que ça représentait une madame afro-américaine. Mais non, si on avait mis la face de madame Aunt Jemima sur les boîtes, c'était pour lui rendre hommage. C'était une femme qui était très, très proche de ses communautés à l'époque. Elle servait dans des soupes populaires. Elle était admirée de tous. C'est pour ça qu'on a mis son Mm. visage sur une boîte. Pas parce que c'était une afro-américaine puis on voulait se moquer. Donc, les gens qui ont Ouais. milité pour qu'on retire le visage de Aunt Jemima sur les boîtes de mélange à crêpes ne connaissaient même pas l'histoire Mm. d'Aunt Jemima. Sinon, ils auraient été tout à fait Oui. enchantés de ça. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Le sentiment de faire quelque chose de constructif. OK. Ça me rend heureux. Quand je participe à des projets que je sens constructifs, Mm. ça me rend heureux. Et tant aussi longtemps que je peux en faire. Oui. euh, Puis je te cacherai pas, tu sais, que ma copine me dit souvent, ouais, mais tu sais, tu travailles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. Oui, mais pour moi, travailler, je me définis par mon travail. Fait que j'ai Oui. pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de contribuer à quelque chose qui me fait plaisir, tu Mhm. sais. Fait que ça me rend heureux, tu sais. Je comprends. Voyager, ça me rend heureux aussi beaucoup, là. J'aime découvrir des cultures différentes, me plonger dans des univers qui sont différents du mien, complètement à Mhm. l'étranger, des rituels, tu sais, comme j'ai visité, je me rappelle, je te donne simplement cet exemple. À un moment donné, on avait été en Haïti où j'avais été invité à participer, plus assister que participer à des cérémonies vaudou. Ben, c'est fascinant, tu sais, de voir toute cette culture-là, ce monde différent, mais tu sais, d'être là au milieu de ça, puis de dire j'ai l'opportunité de voir ça, puis de voir Mhm. comment ça se déroule. J'aime les cultures différentes, j'aime Ouais. voir comment ça se passe, Ouais. même si je ne partage pas ces croyances-là, c'est le fun de voir comment ça fonctionne. Est-ce Ça, que tu peux me dire vite, vite, c'était comment? c'était fabuleux. Moi, j'avais jamais vu, j'ai assisté dans cette cérémonie-là, Mhm. les gens se réunissent dans une maison. Cette maison-là, ils l'appellent le amfour. Et au OK. milieu de ce amfour, il y a une sorte de poteau, qu'ils appellent d'ailleurs le poteau mitin ou le poteau mitan. Et là, ils dessinent des dessins autour qui s'appellent des VV.
Et les VV, c'est la porte d'entrée des esprits. Et donc là, ils sont là, les gens chantent, et il y a comme des tambours. Ça devient même, je te dirais, presque un peu hypnotisant, le bruit du tam-tam, du tambour. Et là, les gens dansent. Ils s'enivrent aussi un peu avec des substances, des substances hallucinogènes, tout ça. Il y a toute une dynamique autour de ça. Et là, les participants, encore une fois, c'est un mécanisme de croyance. Des gens croient qu'ils sont possédés par des esprits qui s'appellent des loas. Et là, ils agissent, et leur comportement se traduit par une forme de possession. Hein. Ils sont pris de tremblements, une forme d'état extatique. C'est renversant. C'est vraiment une expérience pour un occidental comme moi. Je veux dire, entre ça, puis aller assister à la messe, puis le curé en chair qui te raconte une histoire, là, on est vraiment à autre chose. Ouais, C'est ouais. vraiment, c'est fabuleux, ces mécanismes-là du magico-religieux, comment les gens adhèrent à ça et comment ils se laissent entraîner dans ces croyances avec des comportements extatiques. C'est merveilleux. Est-ce que vous étiez beaucoup à pas faire, à juste regarder, Je mettons? pense qu'on était peut-être une dizaine. Si je OK. parle d'équipe technique, caméraman, tout ça, on était peut-être une dizaine qui assistait à cette cérémonie-là. Ah, ça a été filmé? Oui, oui. Ah Donc, ouais? on trouvait ça Oh, tout à fait wow! fabuleux. OK. Tu sais, puis dans le même genre, un peu, j'étais, ça reste pour moi un souvenir indélébile. Je tournais la série à la recherche des reliques saintes. Et on était à un petit village qui s'appelle Dogo Bayazit, qui se trouve à la frontière de la Turquie et de l'Iran. OK. Et il y a le mont Ararat, où on dit que l'arche de Noé serait sur le mont Ararat. Et juste avant notre expédition d'aller sur le mont Ararat, je croyais pas que l'arche était là, mais pour les besoins de la télévision, il fallait bien y aller. Mais la veille de notre départ pour l'expédition, on était accueillis dans une famille de gens qui vivent au pied de l'Ararat, qui, eux, croient à toutes ces histoires-là, que Noé a échoué sur son arche sur le mont Ararat. Et on a assisté ces gens-là pendant toute la soirée. Et on était accueillis comme des rois. Ils nous ont fait une bouffe très locale, avec l'alcool coulé à flot. Et ces gens-là, il y avait comme le père de famille qui était là, qui grattait la mandoline, je ne sais pas trop, un instrument à cordes. Il chantait. La femme, les enfants étaient là, dansaient. Ça a été merveilleux. Ça nous préparait. C'était comme pour vous préparer, jeter un bon sort avant d'escalader la montagne. C'était merveilleux. Je n'ai pas de mots pour définir ça. J'ai gardé un souvenir de cette soirée-là qui était tout à fait fantastique. Et ça aussi, ça a été filmé. Dans la série À la recherche des reliques saintes, on en voit une petite séquence. OK. Mais ça a duré toute la soirée. C'était fabuleux. Ça, c'est des expériences qu'on garde et que je n'oublierai jamais, Vraiment. ces rencontres-là. Qui se passent dans des contextes qui nous amènent dans des mondes tout à fait différents que ce que l'on connaît ici dans le monde occidental. Est-ce que tu as peur de vieillir? Oui, Oui. j'ai peur de vieillir. J'aime pas vieillir. Je trouve qu'il n'y a aucune valeur à vieillir. Les gens ont beau dire, ah oui, tu deviens plus sage. Oui, tu deviens plus sage, mais tu deviens plus vieux aussi. Ah, ça, c'est moins bon. Et ta prochaine question, c'était, as-tu peur de la mort? Absolument. C'est un sujet que, même, j'ai tellement peur de la mort que ça m'angoisse tellement que quand je me retrouve avec des amis, puis soudainement, le sujet devient la mort, ben je me lève puis je quitte. Ah ouais? Ah oui, ça m'angoisse et si on se met à en parler, je peux être des jours à cette réflexion-là de la mort. C'est quelque chose qui me trouble beaucoup. Et tu m'as posé plutôt comment ma santé allait. C'est curieux parce que quand j'ai été diagnostiqué pour le cancer, puis à ce moment-là, on ne connaît pas les pronostics, évidemment, on s'imagine les scénarios les plus sombres. Je me suis posé la question, si j'avais cru en Dieu, parce que je suis athée, je me définis comme un athée, Ouais. si j'avais cru en Dieu ou à la vie après la mort, est-ce que j'aurais été moins angoissé à l'idée de la mort? Et je n'ai pas cette réponse-là. Tu sais, parce que souvent, tu as des gens qui croient en Dieu, des gens qui croient en la vie après la mort. Ils ont une espèce d'approche assez sereine par rapport à Ouais, la je mort. comprends, OK. Et c'était pas du tout mon cas, là. Je veux dire, j'avais pas ça du tout. Et là, je me disais, j'ai souvent réfléchi à ça. Si j'avais cru à quelque chose d'après la mort, Dieu ou n'importe quoi, est-ce que j'aurais été plus serein? Je ne sais pas, mais reste qu'encore aujourd'hui, j'ai très, très peur de la mort. C'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Est-ce que c'est depuis que tu es petit? Oui, OK. j'ai Toute ta toujours vie, quelque là. chose qui m'a angoissé, cette idée-là de la fin. Ouais. C'est ça. Bon, c'est la fin, tu sais. OK. Puis,
je dirais pas que ça a été un objectif, mais je te cacherai pas que ma quête du paranormal, les fantômes, tout le reste, il y avait quelque part là-dedans une tentative de réponse. J'aurais tellement voulu trouver une réponse qui m'aurait rassuré sur OK. il y a un au-delà. Donc, si les fantômes existent, c'est que l'au-delà existe. Il y a une survie après la mort. Malheureusement, après 46 ans dans cet univers-là, j'ai vu plein de choses mystérieuses, j'ai vécu des expériences étranges, mais rien qui d'assez profond pour me convaincre qu'il y a une survie après la mort. Ça me touche ce que tu dis, on Tu sais? dirait. Ouais. Ouais. Mais c'est la Oh, réalité. Ouais, OK. c'est ça. Donc, j'ai pas trouvé cette preuve-là ultime qui me dirait, ben voilà, maintenant, si je décède demain, j'ai une certaine sérénité par rapport à ça. J'ai pas trouvé ça. Ah, je trouve ça triste. Ouais, mais c'est ma réalité. Hein. Ouais, Je n'avais exact. pas les gens nécessairement à conclure à Ouais. ça, mais puis je suis content pour les gens qui, eux, ont trouvé une sérénité dans soit la foi, dans la religion, dans l'ésotérisme, peu importe, il y a des gens qui ont trouvé cette sérénité-là. Puis je suis très content pour eux parce que je sais ce que c'est quand on n'a pas cette sérénité-là. Et c'est sûr que la mort est quelque chose d'angoissant, et d'autant plus angoissant quand on est confronté à la maladie ou à des situations comme Ouais. celle-là. Ça devient plus présent. Pour moi, la mort, avant le diagnostic, c'était quelque chose de lointain. Tu sais, j'avais 57 ans à l'époque. Je me disais, bah, la mort, c'est mort à 80, ou tu sais, Non, c'est c'est loin. ça. Et là, tout d'un coup, c'est immédiat, c'est maintenant. Là. Et là, ça devient angoissant. Ouais. Ma dernière question, je te mets en situation. Je Oui. faisais un débat avec un ami, OK? Tu es dans un peuple que, tu sais, ils vivent vraiment pas comme nous. Ils font un festin cette soirée-là. Tu arrives à la soirée le festive. Nous, derrière notre carte d'assurance maladie, on signe pour faire un don d'organes. Oui. Eux, là-bas, le défunt s'offre en festin aux gens qui sont là-bas. Et toi, ça donne que tu es là à cette soirée-là. Est-ce que tu dis oui pour goûter à un petit morceau de cette personne-là qui est décédée ou tu refuses? Je pense que j'accepterais. OK. J'accepterais par curiosité. Ouais. Parce que souvent, dans la vie de tous les jours, les règles qui nous sont édictées, ce sont souvent des règles qui sont en partie ou religieuses ou morales. Mais la religion et la moralité n'est pas la même partout. Non. Tu sais, bon, on en parle beaucoup aujourd'hui avec le débat, l'inclusivité, tout ça. Bon, l'homosexualité, ben aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté ici que ça l'était d'abord il y a 50 ans, mais dans d'autres régions du monde, tu vas te faire lapider si Ouais. tu annonces, tu as dit ouvertement ton homosexualité. Donc, et là, je tiens à préciser, c'est pas parce que je suis homosexuel. Non, 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 Alors, mais tu sais, on je savais comprend. pas. Je veux pas qu'il y ait de confusion là-dessus, mais c'est cette réalité-là. Donc, la moralité, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que des gens vont dire, oui, on fait pas ça parce que c'est immoral. Mais oui, mais qu'est-ce qui est immoral? Tu sais, je veux dire, on dit, bon, le cannibalisme, par exemple, tu sais, parce que ton exemple tourne autour du cannibalisme. Le cannibalisme, c'est le dernier des grands tabous. C'est immoral. Mais c'est immoral. Pourquoi c'est immoral? Dans le fond, si les êtres humains sont des animaux, puis on a besoin de survivre, et on se rappelle ce triste événement, 1972, oui, c'est 1972, lorsque l'équipe de rugby, les survivants sont Ouais. écrasés sur la montagne pour survivre. Hein, Ouais. ils ont été pratiquement un peu plus de 2 mois sur la montagne. Pour survivre, ils ont dû éventuellement se livrer à du cannibalisme, de l'anthropophagie. Et ça nous paraît immoral, mais pour survivre, bon, il faut passer au-delà de la moralité. Donc, l'expérience humaine, elle est à la fois, disons, elle s'articule autour de croyances religieuses, de croyances morales, mais éventuellement, je pense que si tu es placé devant une défiance de ça, moi, j'aurais tendance à accepter pour dire j'ai fait l'expérience de. Je veux dire,
Bon, est-ce que je deviendrai un cannibale par la suite? Je pense C'est pas. autre chose, autre chose. Je pense C'est un pas. autre. Mais bon, l'expérience. Oui. Moi, je suis un individu qui est assez ouvert à toutes sortes Oui. d'expériences comme celle-là. Quand j'ai participé à des voyages un peu partout à travers le monde, j'avais tendance à me glisser dans les cultures locales et participer à ces éléments-là. J'ai mangé des trucs, je me rappelle en Amérique du Sud avoir mangé des araignées. Ça, c'est épouvantable. Puis bon, on te tend la patte de l'araignée puis qui bouge encore. Puis tu dis, il faut que je mange ça. C'est quand même Ils assez. sont grosses là-bas. Oui, là. oui, on parle de migales. C'est Là. ça. C'est bon. Oh. Ils ont beau entourer ça, il faut cuire ça. Ils entourent ça dans des feuilles de bananier, puis Oh ils font my chauffer. God. Mais bon, mais je l'ai fait parce Ouf. que je me suis OK. dit, je veux essayer ça, je Ouais. l'ai fait. Les gens peuvent vivre un peu le même genre d'expérience quand on va à l'insectarium, puis Oui, on ouais, demande ouais. de manger des Ouais. insectes. Bon, je ne veux pas dire que demain matin, tu vas venir un fan des coquerelles, puis tu vas vouloir manger des coquerelles. Mais le fait de faire l'expérience, Une et je l'ai fait, expérience, ben je l'ai fait. Donc, ouais. je suis assez ouvert à ce type de trucs-là. Tant et aussi longtemps que, pour moi, il n'y a pas de victime ou c'est pas trop immoral, parce que C'est j'ai mes ça. propres règles personnelles. On a tous un peu nos limites personnelles. Mais tant et aussi longtemps que ça ne va pas à l'encontre de mes croyances, de mes limites personnelles, puis il n'y a pas de victime, bon, ben, Ouais. mon expérience, c'est oui. Je vais dire probablement oui. Good. Ben merci. Ça Moi fait- aussi, j'avais répondu oui. Puis c'était pour ça le débat, parce que je voulais trouver des gens qui disaient oui comme Oui, moi. c'est ça. Là. Merci beaucoup, Ben, ça Christian, m'a fait encore plaisir. de ta générosité. Merci. Puis je te souhaite plein de succès avec t'as une pas pire année qui s'en vient. Oui, oui, absolument. Fait que- Ça va être assez chargé. Oui, je suis contente pour toi. Fait que merci beaucoup. Ben, merci de l'invitation. Merci, bye. Bye bye.